allons décrypter ce soir. Tsahal va-t-elle se retirer de certaines zones au sud Liban pour faire plaisir aux États-Unis? C'est ce qu'a affirmé un responsable du département d'État américain. Un geste de bonne foi, selon ce responsable. Les Libanais affirment ne pas être au courant d'une telle décision. Les Israéliens, eux, nient l'information. Et de son côté, l'Iran menace encore. Si Israël ne se retire pas du Liban aujourd'hui, ils en paieront le prix demain. Décryptage à suivre. Peut-être, Guillaume, une réaction sur ce qui a été dit du côté du Hezbollah. Ça a été c'est assez exceptionnel que le Hezbollah prie Israël, reconnaisse la puissance d'Israël. Ce ne sont pas mes mots, ce ne sont pas les mots de Mathias, ce sont les mots de Nen Kesem, le secrétaire général du Hezbollah, qui dit que la résistance ne pourra jamais à elle seule affronter la puissance d'Israël. Les mots sont importants, c'est lui qui le dit. Est-ce que c'est une forme de fléchissement du Hezbollah ou je suis peut-être un peu trop optimiste? Alors, connaissant la manière dont justement ces groupes armés ont l'habitude de montrer les muscles, je ne crois pas. Moi, je pense plutôt à une posture stratégique. On vient de rappeler que Donald Trump avait émis l'idée de laisser les troupes de Jolani entrer au sud du Litanie. Les techniques de guerre qui seraient employées éventuellement par Al-Qaïda, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, seraient autrement moins sensibles, empreinte de délicatesse, que ce que peut faire Tsahal. Donc, peut-être qu'il y a là une explication, c'est difficile à dire, de savoir exactement la raison pour laquelle il a prononcé ces mots, mais voilà, moi, j'aurais tendance à rejoindre ce que disait Anna, en précisant peut-être que les Américains ont recours à deux techniques, ce dont on parlait il y a 2 semaines, le wishful thinking, et la technique du ballon d'essai. Et j'identifie cette hypothèse complètement loufoque émise par Trump de laisser Jolani rentrer à la place de Tsahal au sud Liban comme un ballon d'essai, et puis on lance l'idée et on voit ce qu'elle peut donner. On a beaucoup vu ça avec Macron aussi par le passé. Quand on est à court d'idées, généralement, on va chercher ce genre de choses, et puis tant qu'à faire, peut-être que quelque chose marchera et sera accueilli favorablement par l'opinion publique. Des négociations irano-américaines toujours dans l'impasse. Marco Rubio affirme que le soutien iranien au groupe dit non étatique, comme le Hezbollah ou les Houthis, devra être abordé. De son côté, l'Iran menace les bateaux qui ne respecteront pas l'itinéraire imposé dans le détroit d'Ormuz. Oman a proposé également son propre itinéraire. Navigation à vue, donc, semble-t-il, dans ce dossier. Et le problème, en fait, c'est que finalement, est-ce que les États-Unis sont vraiment convaincants déjà chez eux? Est-ce qu'ils le sont aussi à l'extérieur? Je ne suis pas sûre, parce qu'on connaît tous un petit peu comment les Iraniens se comportent en général et vont aussi se comporter. Enfin, non, on ne sait pas comment ils vont se comporter dans l'avenir, mais on ose comprendre que finalement, les promesses, dans la réalité, c'est encore autre chose. Mais est-ce que les Américains ont vraiment essayé d'être convaincants chez eux? Moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée depuis le début de la guerre. Départ. J'ai l'impression qu'ils n'ont fait aucune pédagogie, entre guillemets. Alors, j'aime pas trop ce mot, parce que ça consiste un peu à considérer qu'on prend la population pour une bande de bébés, mais il faut expliquer les raisons. Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu une campagne véritable consistant à dire au peuple américain quelles étaient les raisons qui faisaient qu'on partait en guerre. Personne n'a compris. Aux États-Unis, c'est beaucoup ressorti. Et résultat, aujourd'hui, on est à 4 mois des élections de mi-mandat et c'est une catastrophe pour Donald Trump. En Israël, on a compris pourquoi, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, l'intérêt américain dans tout cela n'a pas encore été compris, on a l'impression. Anna parlait des promesses des États-Unis. Marco Rubio aussi, depuis les pays du Golfe, a dit que la question des proxys devra être abordée dans les accords. Donald Trump n'en avait pas parlé. Est-ce que c'est rassurant quand même qu'une partie de l'échelon politique américain remette sur la table cette question des proxys? Ça me fait penser à une citation qui dit qu'on saute de l'avion en chute libre et on espère pouvoir tricoter le parachute avant de s'écraser au sol. C'est-à-dire que là, Marco Rubio vient avec une sorte de rustine, de patch. On a oublié un petit élément important qui est la question des proxys qui encerclent Israël, le fameux cercle de feu, que ce soit les Houthim, le Hamas ou le Hezbollah. Et donc, c'est bien qu'ils s'en souviennent maintenant. Il aurait été bon de s'en souvenir avant d'imprimer le mémorandum sorti de nulle part que Donald Trump a voulu impérativement signer sous les ors de Versailles. Que voulez-vous que je vous dise? J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de... C'est très décousu, quoi, finalement. C'est le problème de ne pas avoir inclus Israël dans les discussions, d'ailleurs. C'est le problème, c'est le premier problème qu'on voit.
C'est vrai qu'il En tout cas, aurait-il fallu les inclure en arrière-cuisine, de telle sorte à ne pas les tenir responsables derrière. Il y a un acteur dont on n'a pas parlé, l'Europe. Toujours pas de rôle, toujours pas d'objectif, toujours pas d'implication. L'Europe a permis à Fukuyama de voir au moins une partie de ses thèses validées, à savoir qu'on sortirait de l'histoire après la chute du mur de Berlin. Ça a pris un tout petit peu plus de temps, mais l'Europe, malheureusement, ne se contente plus que de réglementer le fait que les bouchons en plastique doivent rester attachés aux bouteilles, et plus beaucoup de choses, si ce n'est parfois d'agir de manière néfaste contre les intérêts d'Israël et des États-Unis. On a vu que la Suisse ne veut pas procéder à l'export d'armes. On a vu que l'Espagne, l'Italie et la France, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Donald Trump s'est énervé avec Meloni, en étant un véritable goujat, mais bon, ça, on est un peu habitué. Donc, ces 3 pays ont interdit le survol de leur territoire pour justement l'approvisionnement en armes lors de la guerre Iran, États-Unis, Israël. Donc, l'Europe, mis à part justement le fait de mettre des bâtons dans les roues, parce qu'elle a encore certains petits intérêts économiques avec l'Iran et pense pouvoir tirer son épingle du jeu là-dessus, je n'ai pas l'impression qu'elle puisse encore beaucoup servir, être un acteur amélioratif en tout cas. Erdogan, nouveau meilleur ami de Trump. Le président américain veut faire plaisir aux Turcs avec la vente de F-35. Selon Washington, Ankara était également prête à rentrer en guerre aux côtés de l'Iran. C'est la Maison-Blanche qui l'en aurait empêché. Analyse à suivre. Guillaume, comment expliquer ce qui semble d'un côté donc une nouvelle bromance entre Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan? Bromance, c'est la contraction de romance et de brother, frère en anglais. Et à l'inverse, cet éloignement entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu. On a vu cette attitude. Déjà, ça fait plus d'1 an. Souvenez-vous, quand il avait convoqué séance tenante Zelensky, c'était fin février de l'année dernière. Et qu'il lui avait passé un savon énorme devant toutes les caméras du monde entier, tout en ouvrant des loges, en tressant des louanges à Vladimir Poutine. Trump, oui, je pense, il y a une poutinisation chez lui, une sorte d'admiration de la force brute. Je suis désolé de le dire, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, mais sans source jusqu'à présent. Là, on est véritablement capable d'adosser ce type d'affirmation à des faits. Trump accorde son respect, sa gentillesse, finalement un œil bienveillant à des Poutine, des Khamenei, le fils, à Erdogan, etc., etc. Tout simplement parce qu'il respecte les gens qui montrent les muscles. Et je pense que Erdogan est un fiefé diplomate. Je le trouve extrêmement doué à réussir à jouer sur les 2 tableaux, à la fois avec le monde musulman, avec les Russes, avec les Américains, à se faufiler comme ça entre les mailles du filet. Quand on regarde la manière dont Trump se fait mener en bateau, on va vraiment de Caribe dans Scylla. Finalement, on se dit un peu plus chaque semaine, celui qui va finir croqué tout cru, c'est Israël. Là, c'est un peu difficile quand on regarde la manière dont Trump a de faire de la politique, à savoir dirigé par les intérêts financiers, pécuniaires et par cette admiration dont on parlait à l'instant. Il y a un point d'interrogation. On va revenir à présent sur ces victoires de candidats pro-Mamdani aux États-Unis. Un certain nombre d'entre eux ont remporté les dernières primaires démocrates ces dernières heures, ces derniers jours, signe que la frange la plus à gauche du parti semble faire de plus en plus d'adeptes. Guillaume, est-ce qu'on assiste à un vrai phénomène d'ampleur, de changement, de switch de la gauche américaine, ou c'est une façade, une passade? Je ne crois pas du tout à une passade, malheureusement. Je crois que le Parti démocrate a trouvé un filon, notamment depuis le 7 octobre, en voyant à quel point ce mélange d'idéologies palestinistes et wokistes avait réussi à trouver un terreau fertile sur les campus américains et dans beaucoup de villes américaines, puisque c'est là où les liberals, comme disent les Américains, justement sont les plus nombreux. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce qui s'est produit. La semaine dernière, on disait que le grand remplacement démographique qui a lieu en Europe n'était pas encore arrivé en Amérique, mais il y a, quand on retourne au livre de Renaud Camus, ce qu'il appelle le petit remplacement. Et le petit remplacement, c'est non pas
il ne vise pas justement dans son analyse l'aspect démographique, mais l'aspect culturel. Et c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis. C'est-à-dire que ces 3 candidats démocrates de New York qui ont réussi à accéder à la Chambre des représentants n'ont pas été élus par une majorité de musulmans, mais bien par des gens chez qui cette idéologie s'est développée, a prospéré, et désormais, on l'a vu avec l'élection de Mamdani déjà, chez tous les groupes ethniques qui sont à New York, même chez les Juifs, 32% des Juifs avaient voté pour lui. C'est bien la preuve du fait que ça dépasse le côté ethnique pour aller vraiment plonger ses racines dans l'aspect culturel. Et c'est très inquiétant, malheureusement. En tout cas, c'est dans ce contexte que des organisations juives ont condamné aux États-Unis le directeur d'une école de Boston. Directeur qui, dans un mail, présentait des excuses à des élèves arabes, musulmans, palestiniens et libanais qui s'étaient sentis offensés par un cours obligatoire sur l'Holocauste. Joe Nichols s'est dit désolé de l'impact que la leçon a eu sur certains élèves. Il écrit, je cite, « Certains d'entre vous se sont sentis invisibles. Certains d'entre vous ont eu l'impression que leur propre histoire, leur identité ou leur communauté était ignorée ou effacée. » L'association Stop Antisémitisme a condamné ce mail, posant la question « Depuis quand enseigner les faits historiques exige-t-il des excuses ?» Le directeur de l'école s'était déjà illustré, demandant à une élève de ne plus porter un t-shirt sur lequel était écrit « Sauver les abeilles, planter plus d'arbres, frapper les nazis », parce que des élèves s'étaient dit être menacés, s'être sentis menacés par ce t-shirt que vous voyez. Guillaume, je vais vous poser la question que pose Stop Antisémitisme. Depuis quand des faits historiques comme la Shoah, enseigner des faits historiques comme la Shoah, mérite-t-il des excuses ? On en parlait à l'instant, voilà le fruit du wokisme appliqué au cœur de l'école. C'est-à-dire qu'on a tellement mis à égalité, dans un premier temps, l'opinion du maître et de l'élève. Toutes les opinions se valent. Et par conséquent, elles doivent toutes être recevables, ce qui produit ce genre de résultat. C'est-à-dire qu'on a des élèves musulmans, là, ça se passe aux États-Unis, on le notifie parce que les États-Unis sont un peu en retard par rapport à l'Europe. Mais en Europe, ce genre d'affaires ne fait même plus un filet de journal parce que ça se passe sans cesse. Le fait qu'on ne puisse plus enseigner l'histoire de la Shoah dans les écoles en France, notamment dans les écoles autour de Paris et autour de Marseille, entre autres, c'est monnaie courante. Donc, tout simplement, ce qui se produit, c'est qu'il y a donc cette incursion du wokisme qui plonge de plus en plus ses racines, qui s'installe. Et malheureusement, je pense que Trump ne constitue pas... On est en train de voir, on a espéré, quand il a accédé à la présidence pour la seconde fois, qu'il allait donner un énorme coup de barre à droite. En réalité, plus le temps passe, plus j'ai l'impression qu'il va constituer une parenthèse et que la tendance que l'on est en train d'observer ne va faire que s'accentuer.